En cas d'urgence, les gestes de premier secours peuvent sauver des vies. Mais malheureusement, ils sont encore très nombreux à ne pas les maîtriser. La protection, l'alerte et le sauvetage sont les trois fondamentaux lorsqu'on a en face de nous quelqu'un qui fait un malaise ou qui est victime d'un accident. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine de santé Check-up. Vous l'avez compris, nous nous intéressons cette semaine aux gestes de premier secours, aux gestes qui sauvent. Avec notre spécialiste, nous allons voir ce qu'il faut faire pour que chacun de nous soit capable d'intervenir en cas d'urgence, de sauver des vies en cas d'urgence. Installez-vous confortablement, je vous retrouve tout juste après cette transition. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, le programme c'est Check-up. Vous l'avez constaté, nous avons délocalisé cette émission. Nous sommes ici à la place de la République dans la ville de Strasbourg en France. Et juste à mes côtés se trouve notre spécialiste de ce jour, le docteur Mbomeyo Ignace. Il est en service au CHU de Strasbourg. Donc nous allons à la rencontre de notre spécialiste. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie de me recevoir au micro. Donc j'ai cru comprendre c'est Canal 2, donc une chaîne camerounaise, fortement écoutée et regardée de tous, pour aborder un sujet important qui concerne effectivement les accidents du quotidien. Vous êtes également ici à Strasbourg, praticien hospitalier et médecin, capitaine sapeur-pompier. Et on va commencer, vous allez nous dire qu'est-ce qu'on entend par un geste de premier secours. C'est quoi un geste de premier secours? Alors avant le geste, il y a le mot premier secours. Ça veut dire que c'est le secours. C'est un ensemble d'activités qui viendraient effectivement faire en sorte qu'une personne qui voit une fonction défaillir ne subisse pas d'autres désagréments. Exemple, quelqu'un qui se sent mal, qui perd le contrôle d'une partie du corps, va perdre l'équilibre et sera amené à tomber. Alors si cette personne tombe de son poids, sa tête ou une partie du corps va heurter le sol et donc cette chute entraînera d'autres dommages. Un des secours serait effectivement de supporter le poids de cette personne et de l'amener vers le sol de façon en douceur pour qu'effectivement ces parties du corps, sa tête en l'occurrence, ne heurtent pas un objet contondant. Ce serait déjà un geste de premier secours. Donc éviter que la défaillance constatée chez un individu entraîne d'autres dommages. Voilà. Expliquer de manière linéaire ce qu'il faut faire lorsqu'on a en face de nous quelqu'un qui est en détresse. Alors, la première des choses à faire, c'est reconnaître la détresse. C'est reconnaître la situation de détresse, la situation d'urgence. Un groupe de personnes qui se promènent comme nous, là, on est en train de faire cette émission, à un moment donné, quelqu'un perd un moyen. Le moyen vital, ça peut être la respiration, ça peut être la parole, ça peut être effectivement le cœur qui n'arrive plus à battre au rythme normal. Donc voilà. Et comment reconnaître ces conditions de l'extérieur? Vous qui n'êtes pas médecin, c'est déjà de regarder un comportement qu'on va le qualifier d'anormal, bizarre. Quelqu'un qui marche effectivement droit et qui cesse de marcher droit, qui titube. C'est pas normal. D'accord. Et lorsqu'on a remarqué que c'est une personne en détresse, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Par exemple, s'il s'agit d'un évanouissement, par exemple. Alors la première des choses qu'il faut faire, c'est d'essayer de, comme je disais tout à l'heure, c'est éviter qu'un suraccident ne survienne. Alors, quelqu'un qui s'apprête à tomber ou qui menace de tomber, il faut déjà le prendre en charge, c'est-à-dire le caler, non pas le maintenir debout, empêcher que les mouvements normaux entraînent des traumatismes, éviter que la personne n'inhale. Alors, comment on évite qu'une personne inhale? On contrôle ses voies aériennes, c'est-à-dire qu'on bloque sa bouche, on essaie d'introduire, pas ses doigts, parce qu'effectivement la personne n'est pas consciente. Une fois qu'elle sentira un objet dans sa bouche, le premier réflexe serait de mordre. Donc on va essayer d'introduire un objet qui fera interface entre les dents, qui va bloquer la langue, faire en sorte qu'effectivement la personne n'ait pas le réflexe d'inhalation. À quel moment on devrait appeler les secours? Je prends un exemple, si on arrive à la maison, on trouve, ou alors à son lieu de service, on trouve un collègue qui s'est écroulé, qui est allongé. À quel moment appeler les secours? À quel moment... La première chose qu'on fait lorsqu'on trouve quelqu'un en situation de défaillance, c'est s'assurer que les fonctions vitales que sont la respiration
que sont la circulation sanguine, sont maintenues. La respiration, c'est l'observation. Quand on respire, il y a des mouvements de la cage thoracique. Si ces mouvements ne sont pas suffisants, on peut s'approcher de la bouche et du nez de la personne pour voir si effectivement il y a un mouvement d'air. Voilà. Si il n'y a pas ces mouvements d'air-là, et en plus on prend le pouls radial, c'est un geste à prendre. Si on trouve qu'il n'y a pas de respiration et en plus il n'y a pas de circulation de pouls, on est là, par définition, en situation d'arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque et respiratoire. Donc en ce moment-là, l'urgence consiste à ramener de l'air à l'individu. L'air, ça veut dire l'oxygène, et de faire en sorte que cet air qui va arriver au niveau des poumons circule. Or, pour faire circuler l'air qui arrive aux poumons, il faut que le cœur travaille. Donc le cœur qui s'arrête et la respiration qui s'arrête, il faut amener de l'air. C'est à ce moment-là que le bouche à bouche intervient. C'est à ce moment-là qu'on apporte de l'air. On peut apporter de l'air par le bouche à bouche. On peut apporter de l'air par le bouche à bouche, le moyen le plus disponible, parce qu'on n'a pas de dispositif. Un individu qui arrive dans le bureau, on n'a pas toujours dans sa poche un ballon de ventilation. Donc effectivement, alors avant le bouche à bouche, je reviens, s'assurer qu'il y a la vacuité des voies aériennes, c'est-à-dire que dans la bouche de l'individu n'est pas en train de mâcher un chewing-gum, de manger un chocolat ou quelque chose, s'assurer que dans la bouche, la cavité buccale, il n'y a pas un corps étranger. Qu'est-ce que vous ferez? Vous enverrez ce corps étranger vers la respiration. Donc, en fait, vous amènerez l'effet contraire. Vous enverrez un bouchon vers la trachée, donc tout l'air que vous amènerez n'irait pas au poumon. Donc s'assurer qu'il n'y a pas un corps étranger qui boucherait les voies aériennes, c'est le premier geste à faire une fois qu'on a identifié la situation de défaillance. Voilà. Et après, appeler alors les urgences ou appeler les urgences avant de faire tout cela. Ça, c'est la première chose, la première phase de diagnostic. Vous avez diagnostiqué une situation de défaillance. Vous essayez de ventiler ces personnes en même temps. Alors, c'est un peu difficile si vous êtes seul. Mais vous essayez de privilégier effectivement l'alerte. On donne l'alerte. Dans les chaînes de la prise en charge, il y a l'alerte. On constate et on alerte. Le constat, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire on constate qu'il y a défaillance de telle ou telle fonction. Et si on sait faire les gestes dits utiles, on les commence. Mais avant de commencer ces gestes qui vont durer, c'est de faire en sorte que vous soyez relayé. Parce que masser quelqu'un tout seul, c'est pas possible, puisque vous serez épuisé. Masser et ventiler tout seul, vous serez épuisé. Donc en même temps que vous vous apprêtez à appliquer les premiers gestes de secours, l'alerte doit précéder. Donc l'alerte. Alors les moyens d'alerte, c'est quoi? C'est un téléphone. Si vous avez un téléphone, on a tous des téléphones portables aujourd'hui. Plus au Cameroun, les gens ont des téléphones à plusieurs puces. Donc c'est d'alerter. Alors comment on fait un massage cardiaque dans ce cas de figure-là? Le massage cardiaque, son but, c'est de faire circuler le sang. Parce qu'il y a des organes qui, à l'espace de quelques minutes, si le sang ne circule pas, s'il ne reçoit pas de l'oxygène, ça arrête de fonctionner. C'est le cerveau. Le massage cardiaque, c'est simplement repérer là où se loge le cœur. Donc, la zone anatomique où est censé se retrouver le cœur. Le cœur se trouve à l'arrière du sternum, un peu vers la gauche. Donc, entre le sternum et le mamelon gauche se trouve le cœur. Il ne s'agit pas de faire un massage direct, il s'agit d'apporter des pressions, des décompressions de la cage thoracique pour que ce cœur-là, le cœur c'est un muscle à cavité, que ce cœur-là reçoive effectivement des pressions et des pressions. Donc, comme ça, on entraîne effectivement un flux circulatoire entre le cœur et les artères, les veines. En même temps, effectivement, une fois que cette circulation est établie, est entraînée de façon mécanique, apporter de l'air frais dans la circulation. Ce ne sera pas de l'air pur, puisque cet air viendrait de vous, mais il sera suffisamment riche en oxygène pour maintenir en fait l'irrigation du cerveau. Alors, maintenant, prenons un autre cas de figure, docteur. Si on a quelqu'un qui est victime d'un accident ou qui se blesse ou qui perd du sang, en cas d'hémorragie, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ce qu'il faut faire ici, la personne dans ce cas-là est consciente. Donc on est dans la situation où la personne est consciente, orientée, il vous dit ce qui s'est passé, il vous dit où est-ce qu'il a mal, vous constatez effectivement qu'il y a une fraction. Bon, en cas de fracture, on peut juste en fait déjà mettre quelqu'un à l'abri du suraccident. Donc le premier geste à faire, c'est de tirer l'individu, le mettre à l'abri pour qu'il n'y ait pas de suraccident. Ça, c'est la première chose à faire. En cas de fracture, une fois que vous avez mis la personne de côté, et faire en sorte que son membre ne soit pas soumis à des pressions, à des charges,
bah, la douleur va déjà au moins s'accommoder, la douleur va diminuer d'intensité déjà. Donc, s'il y a une plaie, c'est-à-dire la fracture ouverte, il y a une plaie, il y a un saignement vers l'extérieur, le premier geste à faire ici, c'est de faire ce qu'on appelle l'hémostase. L'hémostase consiste à faire un pansement compressif qui empêche le sang de sortir. Le fait de comprimer une veine ou une artère qui saigne fait que on arrête le saignement. Le fait d'arrêter le saignement maintient le sang dans la circulation, fait que l'individu arrête de perdre son sang, donc garde ce qu'on appelle la volémie, c'est-à-dire le volume de liquide dans les vaisseaux qui maintient effectivement le fonctionnement du cœur. Docteur, on va interrompre pour quelques minutes notre entretien. Je vais vous inviter à aller suivre ce reportage. On regarde. Très peu de Camerounais sont formés aux gestes de premier secours. Je vais voir comment le déplacer d'abord du lieu de l'accident. Et si je vois que c'est un cas grave, soit je peux stopper la moto ou un taxi qui passe aux alentours et crier pour l'intervention. Le geste de sécurité que je connais en cas d'accident, quand quelqu'un a un problème, premièrement, on retire cette personne de la zone en danger. Le premier geste de secours que je connais en cas d'accident, c'est d'abord d'accourir vers l'accidenté, d'essayer de prendre de ses nouvelles, s'il est conscient ou inconscient, et puis voir la position à lui faire adopter avant d'attendre les secours. Or, ces gestes augmentent les chances de suivi des victimes de 20%. Alors, plutôt que de rester les bras croisés, il y a 3 situations simples dans lesquelles chacun peut agir, à savoir l'étouffement, le saignement et l'arrêt cardiaque. En ce qui concerne l'étouffement, en général, la personne va porter les mains à la gorge et ne peut pas parler, ni tousser, encore moins respirer. Ce qu'il faut faire, mettre 5 claques dans le dos de la victime en s'assurant qu'elle va bien et surtout faites les compressions abdominales. Deuxième cas de figure, le saignement. Si vous avez quelqu'un qui se coupe pendant la cuisine ou qui se blesse suite à un accident, si vous êtes à côté, ce qu'il faut faire, c'est d'appuyer sur la plaie en vous rassurant d'avoir soit des gants, soit un plastique ou un tissu pour vous protéger de ce sang et allonger la victime pour que les organes soient plus facilement irrigués par le sang. Gardez la plaie compressée jusqu'à l'arrivée des secours et essayez autant que possible de ne pas être en contact direct avec le sang de la victime. Et lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, la première chose à faire est de vérifier si la personne réagit et si elle respire. Si après vérification, aucun signe de vie n'est détecté, alors commencez les massages cardiaques. Effectuez 100 compressions par minute en appuyant grâce à la paume de main bien au centre et effectuez le bouche à bouche. Respectez 30 compressions pour 2 insufflations. En attendant l'arrivée de secours, il est important de se former à ces gestes de premier secours car ceci vous permet de savoir comment réagir en cas d'urgence ou de malaise, car c'est seulement ainsi que vous pouvez sauver des vies. Voilà, vous avez suivi ce reportage. On va poursuivre un autre entretien avec notre spécialiste du jour, le docteur Ignace Mbomeyo. Il est médecin urgentiste en service au CHU de Strasbourg en France. Alors, docteur, dans le reportage, on a vu la position latérale de sécurité. C'est quoi cette position latérale de sécurité? Et ça revient toujours, quel que soit le malaise, que ce soit une hémorragie, un accident, un AVC. Alors expliquez-nous, c'est quoi? Alors la position latérale de sécurité, c'est vraiment comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui tombe, il ne faut pas le retenir debout. Il faut l'accompagner. Parce que s'il tombe de son poids, il va se faire mal. Donc on va l'accompagner. L'accompagner vers le sol et pas le coucher sur le dos ni sur le ventre, mais de côté. Pourquoi de côté? Parce que sur le dos, la tête sera
les yeux seront vers le ciel, on va dire, et tout ce qui sera comme objet, corps étranger dans la bouche, va aller vers l'arrière, c'est-à-dire aller soit vers l'œsophage, tant mieux, mais ce n'est pas souvent vers l'œsophage. Ça va aller là, l'œsophage, c'est une membrane qui est fermée, alors que la trachée est un tube qui est ouvert. Donc si vous avez des sécrétions dans la bouche et que vous êtes couché sur le dos, le contenu va aller dans la trachée et entraîner cette complication que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire l'inhalation et l'obstruction des voies aériennes. Alors que si la personne est couchée de côté, la bouche sera effectivement, parce que l'épaule sera contre le sol et la tête sera en suspens. Donc la tête va tomber d'elle-même et la bouche sera vers le sol. Donc s'il y a un contenu dans cette bouche, ce contenu va aller vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Donc par cette position latérale de sécurité, vous évitez déjà que la personne inhale. Donc ici, l'intérêt, c'est éviter que la personne s'étouffe, on va dire, s'étouffer. Voilà. Et parlons de l'étouffement, docteur, ça vient souvent, le plus souvent, en famille, à la maison, on peut être en train de manger, on s'étouffe, on a même des enfants, on a souvent des bébés qui s'étouffent tout seuls. Dans ces situations-là, quel est le geste qui sauve? Quel est le geste, le premier secours, le geste d'urgence qu'on devrait faire? Qui est en train de manger, donc alors c'est des situations où il y a aussi qui est évident, puisqu'on a vu la personne manger. On peut identifier le corps étranger, l'aliment qui est entré. La première chose à faire, c'est d'essayer de retirer ce corps étranger. Alors, il se trouve que le réflexe naturel quand on mange et quand on s'étouffe, c'est d'essayer on ferme la bouche. Voilà. Donc, il est très difficile effectivement d'ouvrir la mâchoire de quelqu'un qui s'étouffe, parce que le réflexe, c'est un strabisme, c'est-à-dire on ferme la bouche. Bon. Qu'est-ce qu'on devrait faire alors lorsqu'on a en face de nous quelqu'un qui s'étouffe? Effectivement, faire le geste contraire, c'est-à-dire augmenter la pression. Je vous ai dit tout à l'heure que le contenu buccal va vers le peu de pression. Là, il y a moins de pression. Donc, dans la bouche, lorsque vous avez quelque chose, cette chose va aller vers les poumons. Quand vous n'êtes pas conscient, quand vous êtes conscient, vous empêchez, la luette empêche que le bol alimentaire aille dans la trachée. Voilà. Et l'œsophage s'ouvre pour que le bol alimentaire aille dans l'œsophage. Quand vous êtes inconscient ou en voie de l'être, ou alors malencontreusement le corps étranger est allé dans les poumons, est en train d'aller dans les poumons par la trachée, ce qu'il faut faire, c'est d'augmenter la pression dans les poumons pour que la pression, la surpression des poumons rejette le corps étranger vers la bouche. Voilà. Docteur, on s'achemine déjà vers la fin de ce programme consacré aux gestes de premier secours que chacun de nous devrait faire pour pouvoir être à même d'agir en cas d'urgence, de sauver des vies. Mais check-up aussi, ce sont les informations relatives à la santé qui se sont déroulées au cours de la semaine. Donc, je vais vous inviter à aller suivre la page actu de Check-up. On regarde. Bon après-midi tout le monde et bienvenue sur la page actu de votre magazine de la santé, Check-up. Cette semaine, à Douala, à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique, s'est tenu un symposium sur la surdité chez l'enfant. Occasion pour les spécialistes d'échanger avec les parents et de leur présenter les opportunités qui existent désormais en matière de traitement avec les implants cochléaires et les prothèses auditives. Cette semaine également s'est tenu à Varsovie en Pologne le 2e congrès mondial sur l'otologie avec la présence de 2 Africains sur 1000 participants. Parmi lesquels, un Camerounais, le prodige Jacob So, orthophoniste. Les travaux ont porté sur les dernières recherches, les dernières avancées technologiques de l'implant cochléaire. Ce congrès est organisé par The World Hearing Center de Varsovie, qui est le plus grand centre mondial sur les implants auditifs. Cette semaine encore, le ministre de la Santé publique a reçu en audience le président du Parlement panafricain et le consul général de l'Inde. Le docteur Manaouda Malachi a reçu en premier Roger Nkodo Dang. Les 2 hommes se sont entretenus sur la question de nouvelles sources de financement de la santé et de la lutte contre le VIH-Sida en Afrique, tout en invitant à prendre part à la conférence continentale qui sera organisée au Congo les 11 et 13 juillet 2019. Ensuite, il s'est entretenu avec Ravi
Kumar, consul général de l'Inde au Cameroun. Au centre de ce tête-à-tête, la coopération entre les deux pays. L'Inde qui est l'un des plus importants fournisseurs de médicaments génériques au Cameroun. Et le savoir-faire indien est mis en exergue au Cameroun au travers de plusieurs missions médicales. C'est tout pour la page actu de Check-up. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, nous sommes à nouveau avec notre spécialiste, notre médecin, le docteur Ignace Mbomeyo. Il est médecin urgentiste ici au CHU de Strasbourg, c'est en France. Alors, docteur, on a parlé déjà de ce qu'il faut faire lorsqu'on a en face de nous quelqu'un qui fait une hémorragie, quelqu'un qui souffre d'un étouffement ou alors quelqu'un qu'on a retrouvé écroulé, allongé sur le sol. On devrait aussi parler des AVC parce que généralement, on sait que les gestes de premier secours sont souvent très déterminants lorsqu'on a en face de nous quelqu'un qui fait un AVC. Déjà, on peut en parler. Comment se comporter lorsqu'on a en face de nous quelqu'un qui fait un AVC? Le message est vraiment très clair. Je pense que l'émission est très courte, mais il faut que les gens retenir absolument de ça. C'est que les gestes des premiers secours sauvent une fonction. Voilà. C'est-à-dire que la fonction vitale, il n'y en a pas des 36. Hein. Il y a la respiration et la circulation. Voilà. Donc, quelqu'un qui fait un malaise, quel que soit le type de malaise, qui est en situation de perte de connaissance, cette personne va perdre le contrôle de ses voies aériennes et risque de s'étouffer. Donc, on fait en sorte que la personne ne s'étouffe pas. Voilà. Donc, un AVC, c'est la perte du contrôle d'une partie de l'organisme, du corps. La personne peut être consciente. Hein, les gens qui font l'AVC, ils sont conscients. Ils perdent la parole, par exemple. Ils perdent l'usage d'un corps, de la moitié d'un corps, de l'hémiplégie. Et qui dit la moitié du corps, dit aussi la moitié de... Parce que la langue, les muscles faciaux sont commandés par les nerfs. Donc un AVC concerne aussi ces nerfs-là. Donc le contrôle des oreilles, l'inhalation, la fonction à préserver, c'est ça. Il faut empêcher les gens de s'étouffer pour que d'eux-mêmes continuent à respirer. Qui dit respirer dit apport de l'oxygène vers les organes vitaux, notamment le cerveau. Alors un cerveau qui souffre déjà parce qu'une partie ne reçoit pas de sang, un AVC c'est ça, hein. C'est un caillot de sang qui bouche une circulation. Donc l'artère est bouchée par un caillot de sang, la partie qui dépend de cette artère-là ne reçoit plus le sang, donc l'oxygène va souffrir. Il ne faudrait pas que les autres parties du cerveau qui, eux, ne sont pas soumis en fait, à ce caillot, manquent d'oxygène parce que la personne ne respirerait pas. Donc il faut amener la personne à respirer. Donc en cas de défaillance, il faut s'assurer que la personne respire. La respiration est une fonction vitale et la fonction vitale associée à la circulation. Pourquoi? Parce que l'air qu'on respire, il faut que l'air qu'on respire se transforme en oxygène, amène l'oxygène qui lui sera véhiculé vers les organes, vers les tissus, par le sang. Donc la pompe est essentielle. S'assurer que la personne respire bien, s'assurer que cet air respiré sera transféré, transporté vers les organes, c'est la mission essentielle. Docteur, vous êtes tout de même camerounais, même si vous vivez très loin du Cameroun, vous avez suivi les incidents de ces dernières semaines, cet enfant qui a été poignardé et l'urgence qui, pour certains médecins installés en Europe, dans la diaspora, estime que l'urgence n'a pas été bien... En fait, les gestes de premier secours n'ont pas été effectivement bien menés, n'ont pas été maîtrisés. Alors, il est toujours très prudent, très imprudent, je dirais, de s'aventurer à émettre un diagnostic sur un cas de médecine auquel on n'a pas assisté, hein, parce que bon, on a tous vu les images, mais les images ont été prises dans des conditions pas toujours très évidentes. Ce que j'ai cru voir, c'était effectivement une blessure par arme blanche, avec effraction de la paroi thoracique, il me semble, du côté gauche. Alors effectivement, le côté gauche, comme j'ai pu le dire tantôt, il y a les côtes, il y a les muscles, il y a les nerfs, les vaisseaux.
il y a effectivement le contenu de la cage thoracique, à l'occurrence c'est le poumon et le cœur. Moi j'ai vu effectivement une blessure qui aurait pu être profonde, mais de quelle profondeur? Est-ce que la lame est allée jusqu'à transpercer la paroi et le poumon, voire atteindre le cœur? Ça c'est difficile de dire, Bon, ce qu'on va dire de façon théorique, au-delà même du cas de ce malheureux garçon, c'est de dire que en cas de blessure, je l'ai dit tout à l'heure, en cas de blessure, en cas de fraction, il y a une hémorragie. L'hémorragie peut être extériorisée ou internalisée. Donc ici, comme j'ai dit, il faut stopper l'hémorragie, il faut arrêter les saignements, il faut éviter que le sang soit pollué, il faut éviter que l'individu se vide son sang. Donc ici, ça s'est passé dans un lieu public, à l'école, il me semble. Dans un lieu public, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des adultes, des professeurs et les autres élèves. Il aurait fallu, dans un premier temps, effectivement, essayer de faire des compressions pour arrêter cette hémorragie, du moins les stérilisations de cette hémorragie, s'assurer qu'à un moment donné, le cœur de cet enfant ne bat plus. Et si le cœur de cet enfant ne bat plus, est-ce qu'il ne bat plus parce que justement, il y a une plaie dans le cœur? S'il y a effraction cardiaque, c'est-à-dire les cavités sont ouvertes, le massage cardiaque ne sert à rien. Parce que le massage cardiaque, c'est pomper. Hein, on pompe, c'est-à-dire qu'on fait des pressions, des dépressions. D'accord. Donc on fait en sorte que le sang qui est dans les cavités aille dans les artères. Mais s'il y a effraction dans une des cavités du cœur, chaque fois qu'on met une pression dans le cœur, ce sang quitte le cœur, non pas pour aller vers les vaisseaux, mais vers l'extérieur. Donc on accélère en fait le phénomène de spoliation. En général, en cas de blessure à arme blanche, il faut arrêter l'hémorragie, il n'y a pas tant de ces choses. Docteur Ignace Mbomeyo, nous nous acheminons vers la fin de ce programme. Est-ce que vous avez un autre message, quelque chose que vous voulez dire, que vous n'avez pas pu dire? Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas pu aborder et que vous estimez être fondamentale? La conclusion va être très rapide. En fait, en matière de l'urgence, la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'il faut éviter de rajouter l'urgence à l'urgence. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un malaise, il ne faut pas l'amener à faire de l'automatisme. Donc le premier réflexe, c'est ça. Ne pas faire ce qu'on ne sait pas faire. Voilà. Donc on retient que les fonctions vitales à préserver à tout prix, c'est la respiration et la circulation. Voilà. Alors c'est un peu dommage qu'aujourd'hui une société jeune comme la camerounaise ne reçoive pas de façon régulière dans les cours des collèges, des écoles, enfin je m'avance un peu, mais ce serait utile que dans les programmes scolaires, l'apprentissage des gestes de premier secours soit inclus, hein, tout comme on apprend la grammaire, le vocabulaire et autres, que les enfants déjà, du moins en France, ça se passe comme ça, dans les écoles élémentaires. On apprend aux enfants le code de la route, on apprend aux enfants à reconnaître les situations de défaillance et à appliquer les premiers gestes. Les premiers gestes, je le répète, ce n'est pas 36 choses. S'assurer que la personne ne se fera pas mal en tombant, s'assurer que la personne va respirer correctement et s'assurer que la circulation existe. Nous espérons que tous vos enseignements, toutes vos explications ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds et que les nombreux Camerounais, les nombreuses personnes qui nous suivaient ont pu tirer quelque chose d'important de tout ce que vous avez dit. Alors merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie et ce serait bien effectivement que les téléspectateurs s'inspirent de votre démarche pédagogique pour s'enquérir des gestes qui sauvent. Peut-être, quand on dit ce n'est pas forcément pour sauver l'extérieur, c'est dans votre propre maison, votre mari, vos enfants, vos parents. Donc on y gagne en apprenant et en maîtrisant les gestes qui sauvent. D'accord, merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de votre magazine de santé Check-up. Et avec notre invité, vous avez compris qu'il est important que chacun de nous puisse maîtriser les gestes de premier secours. C'est seulement ainsi que nous pourrons sauver des vies de nos proches, dans notre entourage. Et ce sont des gestes très faciles à pratiquer. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez également nous faire des suggestions sur la page Facebook de l'émission.